Un geste politique à Bruxelles peut-il vraiment décider si Adama aura du pain sur la table à Koudougou? Pour des centaines de milliers de familles au Burkina Faso, cette question n'est pas une abstraction, mais une vérité tranchante, vécue chaque jour. Là-bas, le coton n'est pas seulement une plante, c'est la sève même qui irrigue chaque village, la promesse d'un lendemain moins incertain, l'assurance d'un avenir pour chaque foyer. Revenons un instant dans le village de Koudougou, à l'aube. Le soleil n'a pas encore percé la brume, mais Adama est déjà dans les champs. Il marche pieds nus sur la terre rouge, écorchée par la sécheresse, et caresse les capsules de coton du bout des doigts. Pour lui, chaque fleur blanche récoltée est une prière silencieuse, un espoir. Il se souvient du jour où, enfant, il a accompagné son père au marché. La vente du coton avait permis d'acheter des livres d'école pour la première fois. Aujourd'hui, c'est son tour de porter le poids de la famille. Il y a quelques jours, un simple communiqué venu d'Occident a brisé cet équilibre fragile. Les grandes puissances ont décidé d'imposer une augmentation de 30% des droits de douane sur le coton africain. Sur le papier, cela ressemble à un ajustement technique, à une ligne anodine dans un rapport économique. Pourtant, sur la terre rouge du Burkina Faso, c'est un séisme. Les récoltes tremblent, les familles vacillent, les rêves se fissurent. Prenons l'exemple d'Adama. Il avait prévu d'acheter un vélo à sa fille pour qu'elle puisse aller à l'école, trop éloignée du village pour marcher chaque jour. Mais aujourd'hui, alors que les prix s'effondrent, il doit choisir entre la scolarité de sa fille et un repas complet pour ses 3 enfants. Les acheteurs, autrefois nombreux, désertent les marchés locaux. Les prix du coton s'écroulent comme neige sous le soleil de midi. Demain, Adama devra-t-il semer moins ou ne plus semer du tout? Ce choc n'est pas qu'une affaire d'économie. Il faut se souvenir de l'histoire du café au Brésil dans les années 30. Une décision prise à Londres avait, en quelques semaines, ruiné des milliers de familles brésiliennes, entraîné des exils et provoqué des révoltes. La mondialisation, alors comme aujourd'hui, ne connaît pas de frontières pour la douleur. Refuser de regarder, c'est admettre qu'un système mondial peut broyer des vies pour quelques profits, pendant que, sans le savoir, notre prochain achat participe à cette injustice contemporaine. Jamais la mondialisation n'a semblé aussi lointaine, et en même temps aussi intime, nichée dans chacun de nos choix quotidiens. Mais comment alors une décision prise à des milliers de kilomètres peut-elle suffire à bouleverser la vie d'un paysan inconnu au Burkina Faso? Pour en saisir la logique implacable, il faut remonter jusqu'à la racine de cette crise, explorer les rouages d'un système conçu pour servir les intérêts des plus puissants. Avant de comprendre les conséquences, il faut voir comment ce système de dépendance s'est mis en place. Revenons à la source, à la genèse de cette fragilité. Dans les années 70, sous l'impulsion de la Banque mondiale, le Burkina Faso s'est lancé dans la culture intensive du coton, baptisé rapidement l'or blanc. Les instituteurs payés avec la manne cotonnière, les dispensaires financés par les recettes d'exportation, les routes tracées jusqu'aux villages les plus reculés. Tout cela n'a été possible que grâce à cette fibre blanche, silencieuse mais omniprésente. Aujourd'hui, le Burkina Faso est le 4e producteur africain de coton, expédiant chaque année près de 80% de sa récolte au-delà des frontières. Cette filière fait vivre plus de 250 000 familles, soit près de 2 millions de personnes si l'on compte les emplois indirects. Pour elle, le coton n'est pas seulement un produit. Il incarne l'école des enfants, la visite au dispensaire, le repas du soir, une dignité arrachée à la terre à force de bras et de sueur. Le coton représente presque 5% du produit intérieur brut national. C'est une colonne vertébrale, discrète mais vitale, qui tient debout la vie de millions de personnes. Jusqu'à récemment, les règles du commerce international étaient inéquitables, certes, mais connues de tous. Un équilibre fragile, maintenu année après année par l'effort des cultivateurs et la promesse toujours menacée d'un revenu. Tout a volé en éclats lors de réunions à huis clos, loin des champs brûlés de soleil. Dans des salons feutrés à Bruxelles et Washington, experts et lobbyistes, parfois sans jamais avoir foulé la terre africaine, ont décidé en quelques heures d'augmenter de 30% les droits de douane sur le coton africain. Sur le papier, c'est une simple mesure technique. Sur le terrain, c'est un ouragan qui dévaste tout. L'histoire se répète. Au XIXe siècle, la Chine a aussi vu son industrie de la soie détruite par des décisions prises à Londres. Ce choc va bien au-delà des colonnes de chiffres, car quand le prix du coton s'effondre, c'est tout l'édifice local qui vacille. Le coton ici, c'est l'argent de la scolarité du petit dernier, la santé des anciens, le riz du marché du samedi. Derrière chaque balle, il y a des visages, des histoires, des rêves suspendus à la prochaine saison des pluies. Imaginez la mère d'Adama qui se prive d'un repas pour permettre à sa fille d'acheter un cahier.
Oublier cela, c'est mépriser la puissance destructrice d'une ligne de règlement écrite à des milliers de kilomètres. C'est ignorer la dépendance vitale d'un pays entier à une unique filière. Chaque décision bureaucratique prise en silence se traduit ici par des choix déchirants. Continuer à semer ou tenter sa chance ailleurs, derrière la froideur des logiques commerciales, c'est une onde de choc humaine et politique qui se propage bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les petits commerçants voient alors leur activité chuter. Les artisans qui fabriquaient des tissus à partir du coton local n'ont plus de matières premières abordables. Mais ce bouleversement n'a pas seulement des conséquences économiques. Il réveille aussi une colère sourde, un désir de justice et de reconnaissance qui gronde dans les campagnes. Les anciens racontent l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire, quand une chute brutale des cours avait plongé tout un pays dans la tourmente. Quand l'économie chancelle, la dignité s'effrite avec elle. Dans les campagnes burkinabées, la nouvelle tombe sans avertir. Une hausse soudaine de 30% des droits de douane occidentaux frappe le coton africain. Officiellement, il s'agirait de protéger les emplois locaux face aux importations du Sud. Mais derrière les discours, une vérité plus brutale s'impose. Préserver les profits d'une industrie qui dicte déjà les règles et les prix. Le coût est immédiat. En l'espace d'une récolte, la moitié des revenus paysans disparaît. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme. 120 millions de dollars d'exportation menacés en une seule année. Pour les familles, cela signifie moins de repas, la peur de ne plus payer les soins et l'angoisse de voir les enfants quitter l'école. Les chiffres peuvent sembler abstraits, mais pour une famille qui survit avec moins de 2000 dollars par an, chaque centime compte. Les coopératives, colonne vertébrale des villages, parlent d'un guet-apens économique. Sous les manguiers, les réunions s'enchaînent. Pourquoi ceux qui achetaient notre coton depuis des décennies nous tournent-ils soudain le dos? On murmure trahison, humiliation. Les mots rappellent ceux des planteurs de bananes d'Amérique centrale, confrontés eux aussi à des barrières douanières soudaines au XXe siècle. La riposte s'organise. Dans les villes, des marches silencieuses rassemblent cultivateurs et commerçants. Devant la préfecture, des balles de coton, symbole d'une année de labeur, sont déposées en silence. Voilà ce que vous piétinez. Les syndicats interpellent médias, autorités et acheteurs étrangers. Le refrain s'élève, ce n'est pas du commerce, c'est une sanction. Dans les foyers, la peur s'infiltre. Perdre l'accès au marché, c'est risquer la pauvreté, l'exode ou voir l'éducation sacrifiée. Pourtant, la colère se mue en détermination. La résignation laisse place à la revendication. Ce n'est plus seulement une crise agricole. C'est un peuple qui refuse d'être réduit au silence par un système qui décide sans lui. Pour le Burkina Faso, le choix est tranchant. Céder à la loi du plus fort ou s'unir pour réclamer justice. Déjà, la voix des champs franchit les frontières, écho d'un combat qui ne fait que commencer. Mais derrière l'effervescence, une question obsède chacun. Comment résister à un système si puissant et si lointain? Les regards se tournent vers de nouvelles alliances et des stratégies inédites. Certains se rappellent l'exemple de la Thaïlande dans les années 80, qui a réussi à transformer sa filière risicole grâce à une politique de transformation locale et d'alliance régionale. Un tarif peut-il réveiller tout un continent? La question n'est plus seulement économique. Elle devient existentielle, collective, brûlante. Face à la tempête, le président Ibrahim Traoré proclame la dignité du coton. Ce n'est plus une négociation de prix, mais une affirmation. La valeur, le respect, l'identité des producteurs burkinabés et africains sont en jeu. Nous ne sommes pas de simples vendeurs de matières premières, nous sommes les bâtisseurs de notre destin, martèle-t-il à Ouagadougou. Son discours est repris par les radios rurales, inscrits sur les murs des écoles. Son discours a l'effet d'un électrochoc. La société civile s'éveille. Dans les universités, des étudiants organisent des forums pour dénoncer le système commercial mondial. Les syndicats, les ONG, même des chefs religieux, descendent dans la rue. Ils réclament la justice, pas la charité. Sur les réseaux sociaux, les slogans se multiplient. Pas de coton, pas de paix, le coton africain mérite respect. La mobilisation franchit vite les frontières du Burkina Faso. À Addis Abeba, l'Union africaine convoque une session d'urgence. L'UMOA accélère ses consultations. Le Mali, le Tchad, le Bénin affichent de leur solidarité. Pour eux, l'offensive contre le coton burkinabé vise toute l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État signent une déclaration commune « Nous ne céderons plus à l'injustice textile ». Porté par cet élan, le gouvernement burkinabé lance les premiers projets de substitution. De nouvelles usines textiles locales sont annoncées pour transformer davantage de coton sur place.
Universitaires et start-up cherchent des fibres alternatives, valorisent les déchets, imaginent des vêtements made in Faso. Les négociations s'intensifient avec des partenaires asiatiques ou turcs, loin des ports européens désormais hostiles. On assiste à la naissance d'une industrie textile locale inspirée par les succès du Bangladesh, qui a su bâtir une force d'exportation en misant sur la transformation sur place. Mais la riposte occidentale ne tarde pas. À Bruxelles, la tension monte entre partisans de la fermeté et de l'apaisement. Certains gouvernements hésitent, craignant d'isoler l'Europe du continent africain. Des citoyens européens dénoncent la politique de leurs dirigeants, appellent au boycott du coton propre teinté d'injustice. La fracture nord-sud s'élargit. Certains députés européens proposent une mission d'enquête au Burkina Faso, d'autres réclament un fonds d'indemnisation. Pour le Burkina Faso, tout se joue sur un fil. L'affirmation de la souveraineté inspire une génération, mais le risque d'isolement commercial grandit. Si le pari échoue, des dizaines de milliers de familles pourraient avoir leur quotidien s'effondrer, écartés des grands marchés mondiaux. On se souvient de l'Argentine et de son isolement après la crise de 2001. Le repli peut coûter cher, mais parfois il permet de redéfinir des priorités nationales. Pour l'instant, la solidarité domine, mais le coût du courage collectif se fait sentir. Les marchés se vident, les coopératives peinent à prêter, la tension monte dans les villages. La fierté nationale s'affirme, mais les sacrifices sont réels. Jusqu'où le peuple burkinabé pourra-t-il tenir et à quel prix ? À mesure que la crise s'approfondit, chaque geste compte. Un choix, ici ou ailleurs, peut tout faire basculer. L'histoire récente du Rwanda, qui a su rebondir après l'arrêt des importations de vêtements d'occasion, montre que la résilience peut naître dans la contrainte. Et si la vraie révolution naissait dans la douleur du manque ? Lorsque tout s'écroule, une certitude brute émerge. La souveraineté n'est plus un slogan, mais devient une question de survie. Face à la crise, les Burkinabés se découvrent liés par la même vulnérabilité et surtout par une volonté farouche de ne plus céder aux décisions venues d'ailleurs. Le choc force chacun à revenir à l'essentiel. La prise de conscience est collective. Il faut sauver ce qui subsiste, inventer ce qui manque. À Bobo-Dioulasso, des ateliers de textile surgissent dans les cours où l'on tisse du pagne à partir du coton resté sur place. Les campagnes « Achetons local » se multiplient, nourrissant une fierté nouvelle pour l'ingéniosité burkinabé. Des marchés communautaires sont mis en place, favorisant l'échange direct entre producteurs et consommateurs, comme l'ont fait les petits agriculteurs indiens après la crise du coton transgénique. Mais l'espoir est fragile. Beaucoup de familles, incapables d'écouler leurs récoltes, songent à quitter leur village. Partir, c'est tout risquer. Briser un tissu social déjà ébranlé, laisser derrière soi la terre et les proches. Pour la jeunesse, le dilemme est cruel. Rester pour résister ou partir pour survivre. Des témoignages affluent, rappelant l'exode rural massif du Mexique après la crise du maïs liée à l'ALENA. Pourtant, des élans de courage surgissent. À Koudougou, l'ouverture d'une usine pilote portée par une coopérative de femmes fait la une des radios. À Ouagadougou, les étudiants s'organisent en réseau d'entraide, collectent des fournitures, organisent des ateliers d'information. Dans l'adversité, la solidarité devient palpable, presque contagieuse. On raconte l'histoire de Mariam qui a lancé un atelier de confection, employant des jeunes du quartier pour produire des masques en coton local. Mais la route reste ardue. Le manque de financement étouffe chaque idée neuve. Les banques hésitent, la peur du risque fige les soutiens. Sur la scène internationale, le gouvernement craint les représailles. Tenir tête, c'est aussi s'exposer à la pression diplomatique, à d'autres blocages. Même si la mobilisation grandit, le changement se fait attendre et la lassitude menace. Dans les villages, certains se souviennent de la crise du cacao au Ghana, lorsque la chute des cours avait entraîné des décennies de pauvreté. Pourtant, la crise burkinabé résonne au-delà des frontières. Dans le Sahel, comme à Genève, des voix dénoncent l'injustice commerciale. Les associations internationales s'emparent du combat et la question du coton africain s'invite au débat de l'Organisation mondiale du commerce. Des pétitions circulent, des campagnes d'information fleurissent sur Internet. Le Burkina Faso se retrouve à un carrefour décisif. Subir l'injustice ou transformer la blessure en force pour une indépendance économique réelle. Le choix est rude, les enjeux immenses. Car c'est la capacité à tenir, à résister ensemble, qui décidera de l'avenir du pays. L'exemple du Vietnam qui, après la guerre, a bâti une industrie textile compétitive est souvent cité dans les réunions syndicales burkinabées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se joue à Ouagadougou réveille des consciences jusqu'au cœur de l'Europe.
Des citoyens belges, allemands, français s'interrogent. Nos vêtements valent-ils vraiment le sacrifice d'un avenir à l'autre bout du monde? La prochaine fois que vos doigts frôlent le coton, demanderez-vous qui en paie vraiment le prix? Ce coton doux, anodin en apparence, porte en silence le poids de centaines de milliers de vies. Derrière chaque fil, il y a l'espoir fragile d'une famille, le travail patient d'un village entier, la mémoire d'une saison sauvée ou brisée. D'autres produits du quotidien, comme le chocolat, le café, le riz, cachent eux aussi des histoires de labeur et de sacrifices invisibles. Mais aujourd'hui, ces espoirs chancellent. Une décision prise à des milliers de kilomètres, dans l'ombre feutrée de bureaux à Bruxelles ou à Washington, peut effacer d'un trait des années de sueur et de savoir-faire. Une hausse soudaine de 30% des droits de douane, cela paraît abstrait. Pourtant, pour les familles du Burkina Faso, c'est la moitié d'un revenu qui disparaît. C'est la fin d'un rêve d'école, l'absence d'un repas complet, un avenir qui se rétrécit. Des chiffres, oui, mais derrière eux, des visages, des destins, des promesses non tenues. Il serait si simple de détourner les yeux, de croire à une fatalité, à un jeu de chiffres lointains. Mais ce n'est pas qu'une question d'économie. Chaque choix de consommation, chaque partage de cette histoire pèse concrètement dans la balance du changement. Se taire, c'est laisser l'injustice prospérer dans le silence. L'histoire du commerce équitable, né dans les années 70, montre qu'un mouvement citoyen peut changer la donne. Vous avez un pouvoir, celui d'informer, de questionner, de donner de l'écho à des voix oubliées. Le commerce mondial n'est pas une mécanique froide, ce sont des vies entremêlées, des choix qui résonnent d'un continent à l'autre. La justice sociale ne s'arrête pas à nos frontières. En exigeant la traçabilité, en soutenant les filières éthiques, chacun peut faire sa part. En repensant nos habitudes, en réclamant de la transparence, en offrant de la visibilité à ceux qu'on oublie, nous pouvons transformer la fatalité en solidarité. Ce n'est pas l'histoire d'un peuple lointain, c'est le miroir de notre monde commun. Adopter une marque de vêtements éthique, signer une pétition, partager cette vidéo, autant de gestes qui, mis bout à bout, peuvent infléchir le cours de l'histoire. Le coton du Burkina Faso pousse encore, envers et contre tout. Ce fil qui nous relie, c'est à chacun de nous de décider comment il se prolonge. À nous d'en faire un symbole de justice et de dignité, ou de laisser les destins se briser en silence. Car au bout du compte, la question n'est plus de savoir si un geste à Bruxelles peut changer la vie d'Adama. La question est, quel geste, ici et maintenant,